assistance, Monsieur le recteur, aujourd'hui Monsieur le recteur est le représentant personnel du Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur David Kennec, directeur de l'Institut français. Permettez-moi tout d'abord, au nom de cette honorable assistance, de souhaiter la bienvenue à nos trois intervenants. C'est avec joie et immense plaisir et un grand honneur pour notre école de recevoir trois personnalités aux compétences avérées dans leur domaine. C'est que la raison qui préside, d'abord, je présente M. Guillaume Duval, rédacteur en chef de la prestigieuse revue Alternative économique, M. Mekidesh, Dr Mekidesh, spécialiste des questions énergétiques. Il est connu par ses publications et ses écrits, il est au NEPAD, il y a son CV, et bien sûr mon ami et collègue, professeur Benmibou Mohamed Sherif, spécialiste en management. Et sans trop tarder, d'abord je remercie les sponsors pour la gratitude, Asmidal, plus particulièrement M. Hichimidoud, l'entreprise portuaire d'Annaba, M. Ahmed Jabbar, et la CIL, Société Intermondiale Logistique. C'est que le choix qui préside, les raisons qui président au choix de ce thème, bien sûr, elle va dans la continuité des thèmes traités cette année tout au long des cycles de conférences. Parce qu'on a traité, il y a eu 4 conférences avant la transition qui touchent à la problématique de l'énergie. Nous avons invité Saad Boussena, ex-ministre de l'énergie, ex-secrétaire général de l'OPEP, qui est professeur à l'Université de Grenoble, qui a traité de la problématique du marché pétrolier. Deuxième conférencier, Abdelmajid Atta, sur la polémique gaz des schistes. Puis Abdelmajid Atta, qui est ministre des Ressources en eau. On a invité Boutafa Noureddin, qui est PDG de Sonalgaz, qui a traité des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, nous travaillons en collaboration. Cet événement, il est une première à Naba, parce que c'est la première fois qu'on travaille avec l'Institut français. C'est en partenariat de cet événement. Donc je dois raccourcir mon discours et m'effacer et donner la parole à David Kennec. Merci. Monsieur le recteur, cher Monsieur Ben Osman, je serai très rapide. Ça n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, c'est la première fois qu'on se retrouve dans le cadre des conférences que vous organisez régulièrement le samedi matin. Et donc je suis très très heureux qu'on puisse ensemble s'inscrire dans la continuité des sujets que vous développez tout à fait passionnément depuis plusieurs semaines, et vous remercier pour votre accueil. Et j'ai souhaité que ce soit le début d'une série de projets autour de l'économie qu'on puisse initier ensemble. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne matinée. Merci. D'abord, je dois exprimer ma satisfaction et ma joie de me retrouver à Annaba, cette belle ville qui attire et qui incite à la visiter plus d'une fois. Je suis ravi aussi de me retrouver, participer à ce débat d'une importance capitale, aussi bien sur le plan universitaire de la recherche scientifique, mais aussi sur le plan de la politique économique de notre pays. C'est pourquoi, quand le professeur Ben Osman m'a demandé d'intervenir et d'animer ce débat, je n'ai pas refusé, j'ai accepté avec joie, parce que la problématique de la transition énergétique est aujourd'hui une problématique de fond, aussi bien au sud qu'au nord, aussi bien dans les pays producteurs que dans les pays consommateurs. Et par conséquent, c'est un débat qui mérite d'être organisé. Et à l'université, c'est encore une chance pour nous, parce qu'on veut débattre de cette question sans arrière-pensée, sans a priori, sans enjeu politique. C'est pourquoi je trouve que cette initiative est extraordinaire et mérite d'être saluée. Alors, pour ne pas donner la parole à ceux qui sont spécialistes des questions, je vais juste situer le contexte et un peu poser la problématique de base. Et on reviendra tout à l'heure sur d'autres problématiques qui vont venir certainement des conférenciers, mais aussi de la salle. Au préalable, je présente les deux intervenants. Monsieur Guillaume Duval est ingénieur de formation et après avoir passé plus de 15 ans dans des firmes multinationales dans le domaine de l'énergie, il a rejoint le magazine Alternative économique, qui est un magazine classé 2e en France, avec 100 000 ventes par numéro,
et c'est un magazine de débat, essentiellement. Ce n'est pas une revue universitaire au sens académique, c'est un magazine d'échange, de débat, de transfert aussi. Et donc nous avons le plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui pour débattre de ces questions. J'ai à ma gauche mon ami Mustafa Hidesh, qui est connu à travers ses contributions, c'est l'intervention dans le débat national. Mais au-delà de cet aspect de l'image, la bonne image de Mustafa, il a une formation matheux, il est en mathématiques, et puis il s'est converti dans une discipline qui n'est pas la meilleure pour le plaisir, hein. C'est une discipline lugubre, la science économique. Oui. Et il a réussi sa transition, voilà, c'est le plus important, passer des mathématiques à l'économie, c'est un atout, hein, effectivement c'est un atout fondamental, tous les prix Nobel sont à la base des maths. Elle a fait une thèse qui a fait date à Grenoble sur l'énergie, sur l'économie de l'énergie, et depuis il a continué aussi bien sur le plan professionnel en tant que cadre de Sonatrach pendant de nombreuses années. Il a terminé sa carrière à Sonatrach, du moins dans le secteur des hydrocarbures, comme directeur général d'une entreprise d'ingénierie pétrolière, pas l'ENEM. Et depuis, il est vice-président du CNES, Conseil national d'économie sociale, ne pas confondre avec le syndicat d'enseignement supérieur. Il n'est pas dans le domaine. Et il intervient dans les débats. J'ai beaucoup apprécié ses interventions. J'ai eu l'occasion de débattre avec lui sur d'autres sujets que l'énergie, parce qu'en matière de questions énergétiques, je ne peux pas me comparer à lui, je n'ai aucune compétence dans ce domaine. Alors, pour situer un peu le contexte et la problématique de la transition énergétique, nous avons depuis maintenant une dizaine d'années, depuis 2005 en particulier, la question qui préoccupe tout le monde, aussi bien les décideurs politiques que les analystes économiques, c'est celle des émissions de carbone. Ça devient une situation qui préoccupe tout le monde. Et beaucoup de villes dans le monde s'arrêtent de fonctionner plusieurs fois dans l'année à cause de ces gaz. Et donc ça devient une préoccupation. Deuxième élément de la problématique, c'est que les modèles de consommation se basent depuis maintenant presque un siècle, en tout cas au moins un demi-siècle, sur des énergies fossiles, non renouvelables. Et le problème aujourd'hui, c'est de se poser des questions. Ces énergies fossiles vont arriver à leur terme. Il y a beaucoup de spéculations, mais je ne rentre pas dans ces considérations entre les spécialistes de la géologie. Est-ce que le pétrole va s'épuiser dans 15 ans ou 20 ans, 30 ans? Il y a un débat géro-algérien sur cette question, très polémique. Ceux qui disent en 25, il n'y aura plus rien, ceux qui disent non, on a encore 60 ans. Bon, c'est difficile. C'est un problème très technique et difficile à apprécier. Nous n'avons pas peut-être discuté de ces questions. Mais en tout cas, l'épuisement, il est là. C'est une question d'échéance. Troisième élément de la problématique, c'est la crise au Japon, en 2011, de la centrale Fukushima, qui a reposé le problème de l'énergie alternative, celle du nucléaire. Et depuis 2011, beaucoup de décisions ont été prises, particulièrement en Europe, aussi dans d'autres pays, comme le Japon, premier. Et donc, l'énergie qui était supposée être une alternative aux hydrocarbures est aujourd'hui contestée pour ses effets, pour ses questions de sécurité, etc. Et donc aujourd'hui, dans ce contexte de crise, de recherche d'alternatives,
d'arbitrage entre le coût de l'énergie et la compétitivité des économies, le coût des énergies renouvelables, non polluantes, des énergies vertes, qui aujourd'hui est excessif, alors les pays, pas uniquement les pays, sur le plan des institutions internationales, réfléchissent sur, je ne sais pas si c'est un concept, c'est peut-être pas encore un concept, mais en tout cas c'est une notion, la transition énergétique, comment préparer ce passage d'un modèle de consommation à un autre, à dessiner, chacun est en train de le dessiner en fonction de ses contraintes, à la fois macroéconomiques, mais aussi géopolitiques. Et nous avons aujourd'hui quelques modèles qui s'affrontent. Le modèle français qui reste nucléaire, mais je n'en pense pas plus. 78% de la production d'électricité en France est électronucléaire. Le modèle allemand qui stoppe totalement le nucléaire. Le modèle, j'allais dire, algérien de consommation d'une énergie non renouvelable, mais bradée à un prix inimaginable, inacceptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Algérie, on consomme 30% de notre gaz et 50% de notre pétrole, consommation nationale. C'est-à-dire qu'en Algérie, la question aujourd'hui, c'est celle de l'efficacité de la consommation énergétique. Il y a beaucoup de gaspillage. Comment sortir de ces impasses? Donc chaque pays, chaque modèle économique doit réfléchir, et tout se discute autour de cette notion, on va mettre tout dedans, chacun à sa manière. Transition énergétique, on parle de mix, composition de sources d'énergie, etc. Donc voilà un peu le sujet que nous allons débattre aujourd'hui avec nos deux conférenciers, nos deux spécialistes. Nous allons organiser nos débats dans nos travaux. Je donnerai la parole aux deux intervenants 20 minutes chacun pour présenter leur vision de cette question de la transition énergétique. Et puis nous allons revenir dans la salle pour poser des questions, participer, pas uniquement poser des questions. Dans la salle, il y a des gens, des spécialistes qui ont des compétences, peuvent aussi compléter, enrichir ce qui sera présenté par nos deux conférenciers. Alors voilà, je donne la parole à Mustafa. 20 minutes. Ok, merci. Je vais faire une présentation par PowerPoint. Donc, je pense que ça peut aider à... Voilà. Donc, j'interviens aujourd'hui avec beaucoup de plaisir à un débat. Et je voudrais d'abord remercier Ben Osman, le dynamique Ben Osman qui est capable anime la vie culturelle et académique de façon extrêmement efficace, puisque je peux voir l'ensemble de ceux qui sont passés avant moi, donc il a pu donc avoir un scope d'éminentes personnalités, comme on dit, algériennes ou étrangères, dans le domaine de la réflexion politique, dans le domaine de la réflexion économique, et sociale et financière. Vraiment, je le félicite pour ce dynamisme, mais sauf que j'aurais souhaité qu'il y ait plus de jeunes ici, parce que la transition énergétique concerne la jeunesse, parce qu'ils auront donc à la gérer. Et j'aurais souhaité qu'il y ait plus d'étudiants. Quoique, donc il y a un certain nombre, parce que c'est vraiment un sujet qui va être pour eux l'un des sujets majeurs, des préoccupations majeures dans leur carrière professionnelle, dans leur carrière académique. Alors, j'ai tenu, lorsque donc on m'a demandé d'intervenir, donc j'ai souhaité qu'il y ait deux regards croisés sur la transition énergétique. Avec mon ami, donc il y a, si vous voulez, des visions qui peuvent être différentes sur la transition énergétique, et vous allez voir pourquoi. Et en ce qui me concerne, je vais intervenir sur le cas de mon pays. Donc c'est une voie étroite avec une mise en œuvre complexe. C'est une voie étroite avec une mise en œuvre complexe. Ce n'est pas un sujet c'est pas un sujet simple, ni politiquement, ni socialement, ni sociétalement, parce que donc sur la période, donc j'examine la période 2015-2030, sur laquelle nous avons des poids mesurés, parce qu'en économie,
faut mesurer, donc il faut des données mesurables. Et j'examinerai deux choses, parce que lorsqu'on m'a demandé d'intervenir sur la transition énergétique, on ne peut pas séparer la transition énergétique du concept de la sécurité énergétique. Et vous allez voir pourquoi. Donc il y aura deux parties. En gros, je vais intervenir sur une première partie qui porte sur la sécurité énergétique, en matière de quantité, de coût, de conditions d'arbitrage dans la mobilisation et l'exploitation des ressources d'hydrocarbures. Notre modérateur, Bruno, a bien fait de dire que nous consommons déjà la moitié de nos réserves de liquide, de pétrole d'hydrocarbures liquides, et donc un tiers de nos capacités de gaz, mais ça va être plus grave dans l'avenir. Il va falloir. Donc on va examiner cette question de sécurité énergétique avec des contraintes du marché national des exploitations. Et ensuite, la transition énergétique. Et vous verrez que ce sont deux concepts différents, même s'ils ont des parties communes, avec des options complexes, coûteuses, mais c'est un chemin qu'il va falloir emprunter avec une contrainte de plus dans un nouveau paradigme économique contraignant, car nous sommes en crise financière, en crise budgétaire. Sauf que beaucoup de mes compatriotes ne le savent pas encore, y compris dans la classe politique, y compris parmi le gouvernement. Alors, sécurité et transition énergétique, deux concepts qui sont voisins, mais qui sont différents. Je ne sais pas si vous voyez là. Il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez vous mettre en note pour que vous puissiez suivre une situation que vous puissiez. Voilà. Donc, je disais que la sécurité et la transition énergétique, ce sont deux concepts qui sont voisins, mais qui sont différents. Alors, et ce sont deux concepts qui sont datés historiquement. Le concept de sécurité énergétique, il n'est pas né chez nous, il est né aux États-Unis. Il est né, il a été créé par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, lorsqu'en 1973, le marché américain s'est trouvé dans une situation d'embargo, lorsque les Arabes ont utilisé, les pays arabes exportateurs de pétrole, ont utilisé la carte pétrolière comme un moyen de pression politique, parce que les intérêts de leurs intérêts vitaux étaient menacés. Et donc, ce concept a été créé en référence à la sécurité de leurs approvisionnements, qui provenaient essentiellement des pays du peuple, et également à la maîtrise des prix du baril, parce qu'il a contrôlé, c'était quelques cents avant 73. Et donc, c'est à partir, donc pour eux, la sécurité énergétique, c'est ça. C'est des bas prix et un approvisionnement sûr, des zones de production et des zones de transit. Vous comprenez, à la lumière de ce que je dis, tout l'enjeu de ce qui se passe dans la région du Yémen, en Iran, en Arabie Saoudite, et dans le Golfe arabique, le Golfe Persique. Donc, sécurité énergétique, c'est cela. La transition énergétique est née beaucoup plus tard. C'est un concept qui est né en Allemagne dans les années 90 sous la pression des Verts puissants pour faire sortir le plus rapidement possible l'Allemagne de l'électronucléaire. Et donc, au profit des énergies renouvelables. Donc, c'est souvent associé, ce concept, à ce qu'on appelle le développement durable, pour assurer, contrairement aux énergies non renouvelables, que sont les énergies fossiles, des énergies renouvelables qui seraient donc liées au développement durable, c'est-à-dire à une offre énergétique différente mais durable, reproductible. Alors, sécurité et transition énergétique, je disais deux concepts, mais ils sont différents, mais avec des parties communes. Ce qui est commun, c'est la rationalisation des modèles de consommation énergétique pour diminuer l'intensité énergétique par point de PIB et réduire l'apport énergétique dans le résidentiel pour le même confort. Ça a été fait avec beaucoup de succès dans les pays membres de l'OCDE pour pouvoir diminuer leur consommation d'énergie carbonée parce qu'ils étaient dépendants. Sur la période 75-86, la diminution de la consommation des pays de l'OCDE a été de 900 millions de tonnes, soit la production annuelle de l'OPEP, 86. Et à l'inverse, l'exemple d'échec, le gaspillage des pays de l'OPEP dans l'Algérie, par exemple, le prix de notre gazoil est de 20 fois moins cher que celui de la Norvège, qui est exportateur d'hydrocarbures. 20 fois, vous vous rendez compte. La Norvège. Pays exportateur de pétrole. Alors, mais la priorité, dans tous les cas, est donnée à la sécurité énergétique.
Lorsque le pouvoir politique doit trancher, la priorité est donnée à la sécurité énergétique. Il y a 3 cas qui sont connus. Obama, quand il a fait sa première campagne présidentielle aux États-Unis, je parle de son premier mandat, il a fait sa campagne sur green energy, c'est-à-dire sur le développement de l'énergie verte. Sauf que durant ces 2 mandats, il a fait exactement le contraire. Il a développé des hydrocarbures de schiste. Il a rendu les États-Unis indépendants du point de vue des hydrocarbures fossiles. C'est ça ce qu'il a fait. Ouais, donc, c'est-à-dire qu'entre si vous voulez, entre les proclamations, si vous voulez, de campagne, et la réalité des faits dans l'économie américaine est très réactive. Donc, à tel enseigne que maintenant les États-Unis sont non seulement indépendants du point de vue gazier, mais aussi pétrolier liquide. Et donc, voilà, donc, parce que pour eux, il fallait absolument obtenir cette indépendance énergétique. Alors pour l'Europe, on peut parler de la France par exemple, je pense que mon collègue va mieux en parler, mais donc il y a une loi sur la transition énergétique, je ne sais pas si elle est votée, mais elle est en cours, elle est dans le pipe, elle est au Parlement, et simplement, donc on maintient, la France maintient, alors que c'est une loi sur la transition énergétique, vous vous rendez compte, elle s'appelle loi sur la transition énergétique, elle maintient si vous voulez, l'électronucléaire à hauteur du niveau actuel de 63,2 gigawatts. Et d'ici 2030, il est exclu que l'essentiel de la production électrique soit renouvelable. Alors, de quelle transition énergétique on peut parler? L'Allemagne aussi. L'Allemagne, c'est vrai qu'elle a pris comme position sur la pression des Verts. Avec Angela Merkel, il y avait cette coalition. Elle a pris comme position de sortir, de démanteler ces centrales nucléaires d'ici 2020, je crois. Mais il est retourné au charbon. D'où il vient ce charbon? C'est le charbon qui est shifté du marché américain parce qu'eux, ils ont maintenant le gaz. Et donc, ils vendent à un prix d'amis à l'Allemagne ce charbon, ce qui fait que les centrales électriques allemandes fonctionnent au charbon. Vous voyez la transition énergétique. Dans tous les cas, c'est la priorité. À ce jour, elle est donnée à la sécurité énergétique. Je ne veux pas parler d'Angleterre qui revient au nucléaire ou à l'électronucléaire. Et donc, ça témoigne, si vous voulez, d'un arbitrage qui n'est pas celui qu'on aurait affiché. Alors, plus loin sur la stratégie, sur la sécurité énergétique, il y a des visions différentes. Le concept de sécurité énergétique pour l'Algérie n'est absolument, et pour les pays exportateurs de pétrole, n'est absolument pas le même que celui de l'Agence internationale de l'énergie. Pour les pays consommateurs d'énergie, donc je vous l'avais déjà dit, c'est la possession au contrôle des ressources restantes dans le monde, d'où les problèmes géostratégiques qu'on enregistre dans la région de MENA. Le contrôle des marchés par les bas-prix et les voies de transit, la maîtrise des technologies nouvelles, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles, c'est-à-dire que dans l'industrie pétrolière, les pays exportateurs n'ont jamais mis le pied. Donc ils importent tout. En matière de biens d'équipement, de pièces de rechange, que ce soit l'Algérie, le Venezuela, l'Arabie Saoudite et même l'Iran. Par exemple, le Mexique, peut-être, qui a essayé de diversifier, d'interdire. Mais pour ce qui est des technologies, de l'industrie des hydrocarbures, elle est totalement entre les mains des pays consommateurs. Il ne faut pas que ça soit la même chose pour les énergies renouvelables. Il y a d'autres conditions. Et le développement de systèmes productifs et sociaux moins énergétiques. Bon, là, ils ont réussi. Donc, construire des millions de logements. Il n'est pas venu à l'idée du secteur du logement de faire des logements dont la conception thermique puisse permettre de faire des économies d'énergie. Donc, on a des logements avec une dizaine de climatiseurs, Alors pour les pays exportateurs d'énergie, la sécurité énergétique c'est autre chose. C'est le maintien d'une rente minimale pour financer les besoins économiques et sociaux, de la nécessité d'un prix acceptable, ce n'est pas le cas actuellement. Pas maintenant, c'est des crises qui sont de 86, 2008, etc. La construction en parallèle d'une économie hors hydrocarbures et une politique de conservation à long terme des énergies carbonées opposées à leur exploitation massive. Et le débat sur cette question dans mon pays était plus productif lorsqu'il y avait une partie unique du FLN. Parce que dans le FLN à cette époque, il y avait deux courants qui s'affrontaient
de façon transparente sur les modèles de consommation et de mobilisation de la ressource pétrolière. Certains disaient donc qu'il faut tout de suite exploiter pour pouvoir répondre rapidement aux besoins de développement. D'autres qui disaient donc il faut avoir un profil low profile, un profil bas d'exploitation pour permettre aux ressources prochaines. Et là, ce débat n'existe plus là maintenant. C'est devenu, on a régressé de ce point de vue-là. Alors, est-ce que notre sécurité énergétique à moyen terme est menacée? Si on entend par sécurité énergétique cette double fonction dont je vous ai parlé, de financer les besoins énergétiques du pays et le financement du développement, la réponse est oui, c'est bien. La réponse est oui. Donc, avec toutes les pressions qui sont sur la balance des paiements, sur le budget du fait de la chute du prix du baril et donc de la fiscalité pétrolière et de nos réserves de change. Donc, et puis aussi, il y a une croissance forte de la demande énergétique interne. Je vais vous présenter un tableau tout à l'heure, vous allez voir. Et une baisse des productions Alors c'est dans cette vision à moyen terme et long terme qu'il faudra inscrire le recours incontournable à l'exploitation du gaz de schiste. Cette ressource ne produit pas. Il faut bien savoir que c'est une opération industrielle. Pourquoi? Parce que les coûts d'accès sont beaucoup plus élevés que celles de la ressource, des ressources hydrocarbures conventionnelles. Il n'y a pas de rente, il y a de l'énergie. Alors, la promotion des énergies renouvelables, l'électrosolaire essentiellement, et la rationalisation du modèle de consommation énergétique, c'est donc ces trois facteurs qui vont être des facteurs déterminants sur lesquels il va falloir peser. Alors, moi je crois que l'extinction de la rente est à présent datée, je peux le dire. Mon ami le modérateur a été un peu prudent, mais je crois que l'extinction de la rente, elle est datée. Elle est datée. Le train de prospective baissier en valeur du couple prix-quantité. Parce que les quantités, elles avaient baissé en 2012, ça ne vous a pas échappé. Elles avaient commencé à baisser en 2012. Et ensuite, donc, pour l'exercice 2013, et le deuxième semestre 2014, on a eu la baisse des prix. C'est la conjugaison de ce couple dans la valorisation qui fait qu'il y a globalement un train de baissier. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas une problématique nouvelle. J'avais fait un premier texte sur cette question d'extinction de la rente pétrolière en janvier 80. Je vous renvoie au papier que j'ai fait dans Pétrole et Gaz arabe, numéro 260 en janvier 80, page 23 à 29, où déjà on introduisait la notion de délai dans le financement du développement algérien par le secteur des hydrocarbures. Je l'ai fait avec des amis de l'université Pierre Mendès-France de Grenoble. Cet aspect était limité. Donc, plus que ça, on avait un plan valide, le fameux plan valide qui a fait couler tant de débats, qui fixait de 1976 à 2005 l'extinction de la rente, c'est-à-dire l'utilisation de toutes nos ressources hydrocarbures liquides et gazeuses, donc qui fixait déjà à l'époque, avant la découverte de Berkeley, avant la découverte de façon dynamique, qui fixait l'arrêt d'exploitation des pétroles en 91. On a pu faire reculer ça, les seuls de gaz en 96-97, du GPL en 2005. C'est-à-dire que ce sont déjà des hypothèses de travail que les économistes de l'énergie avaient déjà mises en place pour l'extinction de la rente. Donc, il ne faut pas dire que, sauf que chez nous, on pense que cette rente est éternelle. Alors, voilà, je vais vous dire un peu, sur le volume des réserves, là, ce sont deux tableaux que j'ai fait avec mon ami Attal, sur le volume des réserves des hydrocarbures récupérables découverts à ce jour. Donc, on avait alors pour les réserves restantes, à 2012, on a 2,5 milliards de tonnes équivalent. Pour les liquides, les hydrocarbures liquides, c'est tout ce qu'il y a. Donc on ne va pas découvrir le Hassim Sol, il ne faut pas nous rêver. Et donc, hors gaz de schiste. Pour le gaz naturel, on est à 4500 milliards de mètres cubes de réserves restantes récupérables. Les deux derniers, alors ce tableau-là, ce fromage-là, qui montre donc des réserves restantes à 2012 en pétrole condensé et GPL, 2,5 milliards de tonnes équivalent. Voilà. Et puis pour le gaz, 4500 milliards de mètres cubes en condition. Voilà ce qu'on a. Allez, c'est tout ce qui reste. Donc il va pas falloir faire. Et c'est pour ça que, à comparer, pour le gaz de schiste, c'est 20 000 milliards de mètres cubes de
de réserves. Elles ne sont pas toutes exploitables, mais c'est 5 fois plus. 4 fois plus. 4 et 5. Et le jour où en Égypte, donc les cabinets internationaux ont remis leur rapport en disant qu'il n'y a pas beaucoup de gaz de schiste en Égypte, l'Égypte a failli proclamer un jour de deuil national. Parce qu'eux ont vécu et vivent les coupures d'électricité dans le métro précaire et dans le... Il y a une situation. Donc il faut bien relativiser les choses. Alors, pour la production, voilà, donc de façon... Alors sur les questions de production-consommation, vous avez donc, on a une structure d'abord de la consommation qui n'est pas une structure d'un pays industrialisé, émergent. Le transport, c'est 13%. Donc le résidentiel, 15,5%, alors que l'industrie ne couvre que 7,5%. Consommation de gaz, hein, là je parle de gaz. Donc on exporte à peu près ce que je vous disais, 2 tiers, 1 tiers, pour le moment, hein, le profil actuel, 2 tiers, c'est pour l'export, 1 tiers, c'est pour le marché national, et ça augmente à 12% par an. La moyenne mondiale de consommation de gaz est de 3 à 4% par an. Alors on se retrouvera en 2030, on est en 2014, 16 millions, donc en 2030, 30 millions de tonnes de consommation, et en gaz naturel, 77 milliards de mètres cubes de gaz naturel dont on aura besoin pour le marché intérieur. On en est en 2014 à 30, on va plus que doubler. Alors, donc voilà, donc la star, l'étoile en rouge, là, ça signifie qu'il n'y aura plus rien à exporter en 2030 en gaz naturel. Ça, c'est un gaz naturel. Non compris le gaz naturel. Donc, le schiste, on aura une situation où en 2030, le marché national va absorber l'essentiel de notre production gazière. Donc ça, c'est préoccupant, c'est-à-dire que la vulnérabilité dont je vous ai parlé sur le financement du développement par les hydrocarbures va s'éteindre. Et si entre-temps, on n'a pas allumé notre moteur de la croissance, notamment pour les exportations, on va être mal engagé. Alors, bon, il y a quand même un scénario volontariste. Ça, le scénario que je vous ai cité ici, c'est un scénario au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas de nouvelles productions. Je ne parle pas des productions qui étaient en chantier, qui étaient en retard. Donc, gaziculture, etc., tous ces gisements qui, par notre non-maîtrise de manager, donc, ceux-là ont été retardés depuis 5 ans. Je parle de nouvelles, si on laisse faire comme ça, sans utiliser le gaz de schiste, on se retrouvera dans cette situation. 2030, c'est dommage. Donc il y a un scénario volontariste qui intègre les énergies renouvelables, les économies d'énergie et les hydrocarbures non conventionnels. Alors d'abord, les productions décentralisées d'électricité en photovoltaïque. Donc en 2030, le programme d'énergie renouvelable, il y a eu un programme d'énergie renouvelable qui a été mis en place par le gouvernement en 2011 et qui a été refusé, qui a été révisé en 2015. Parce qu'en 2011, il était essentiellement axé sur le PSC, sur le concentré solaire, et finalement on s'est aperçu que les hypothèses de travail étaient fausses, parce qu'on n'aurait pas pu développer ce niveau, si vous voulez, du PSC. Donc, parce que c'est, par exemple, faire déjà 3 fois ce qui est installé actuellement dans le monde en PSC. Et donc, on a shifté vers les photovoltaïques. Donc, ce qui prévoit, donc, et on a annulé les 10 000 mégawatts qui étaient prévus à l'export. Ce qui fait qu'on se retrouve dans le programme révisé du gouvernement en 2015, 22 000 mégawatts, soit 37% de l'électricité électronique. Si c'est le photovoltaïque, moi j'ai mis des doutes. Pourquoi j'ai mis des doutes? Parce que les systèmes décentralisés énergétiques photovoltaïques, c'est pas donc une production massive d'électrosolaire. Ça peut aller dans des petites villes isolées dans le Grand Sud, ça va couvrir au maximum les 10 à 20% de besoins d'électricité, mais les grands besoins massifs
c'est notre technologie qui l'apporte, qui n'est pas encore mature. Technologie du PSC. Et j'imagine, donc c'est à peu près les mêmes chiffres qui reviennent au niveau de l'Union européenne, au niveau de la France, au niveau d'aller vers ces niveaux, mais je pense que ça va être difficile d'atteindre ce 37%. Mais il reste toujours que les 63% viendraient du gaz naturel. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que le problème reste entier, y compris avec cette démarche d'intégration, si vous voulez, de mix énergétique avec les énergies renouvelables, essentiellement l'électrosolaire, parce que l'éolien, le biomasse, nous n'avons pas des gisements, disons des gisements importants. Et donc, en plus que le problème de l'électrosolaire, c'est le coût de stockage, parce qu'il ne s'agit pas de donner aux populations de l'électricité la journée, et puis quand le soleil se couche, donc au moment où on a le plus besoin d'électricité, il n'y a plus rien. Il va falloir avoir des systèmes de stockage et de liaison au réseau. Sur le programme de l'économie d'énergie, 15 millions de tonnes, c'est négligeable, c'est pas assez. Alors, et là, il y a donc l'autre aspect donc, sur la production du gaz de schiste. Donc c'est 20 000 milliards de mètres cubes sur 4 fois les réservoirs de gaz naturel. Ça produira pas tant, mais il y a une problématique de coût. Il y a une vraie problématique de coût parce qu'il faut multiplier par 10 le nombre de forages pour avoir la même production de gaz conventionnel. Ça va coûter beaucoup plus cher. Plus les coûts de protection de l'environnement, essentiellement de l'eau. Et donc, mais avec donc, la non-acceptabilité sociale, donc, il y a eu une position un peu plus disant sur cette question, mais on va y aller. Il n'y a pas d'autre choix. Mustafa. Combien il me reste? C'est un problème d'énergie, oui. Combien il me reste? Zéro. Zéro, donc je termine. Donc, il faut une double transition économique et énergétique. Donc cette double transition, elle est sous deux contraintes fortes. Le nouveau modèle de croissance avec des conditions de mise en œuvre tendues. Donc, parce que nos ressources financières sont déclinantes, il y a une persistance des rentes, il y a une forte demande sociale, une faiblesse d'entrepreneuriat, il y a un consensus politique qui est faible sur la question. On a vu comment l'opposition s'est emparée de cette question de gaz de schiste de sorte à brouiller le débat d'une part. Et il y a même la sécurité assurée. Tout ça, donc, fait que nous sommes dans une situation complexe. On n'a rien à cacher, donc on est très transparent dans ce pays, malgré le fait qu'on pense le contraire ailleurs. Alors, donc, il y a une transition énergétique qui est coûteuse, elle est complexe, mais qu'il va falloir prendre. Et ça implique un modèle de consommation sobre qui n'est pas socialement et politiquement admis. On continue à résister, donc à maintenir une pratique, un modèle tarifaire qui est complètement obsolète, qui a des gaspillages abusés sur le plan de la consommation, mais également sur le plan des prix. Alors, c'est une transition énergétique qui est inscrite dans une transition économique en crise de modèle et sous forte contrainte financière. Alors, donc, il y a un blocage. Parce que nos compatriotes pensent que, malgré les chocs et les contre-chocs de l'explosion du marché national, que donc, nous avons une rente perpétuelle hydrocarbures. Alors qu'on a connu dans le passé, vous pouvez voir là, un certain nombre de situations qui peuvent amener le contexte. Alors donc, on a des vulnérabilités structurelles que cette crise des hydrocarbures a mis à nous. Des amortisseurs financiers qui sont datés. Alors, donc, il va falloir procéder à des arbitrages urgents, des arbitrages budgétaires, rapidement, réduction des importations des biens, diminution de la consommation du gaspillage de l'énergie, réformer les politiques de transferts sociaux, et voilà, donc je vais aller à la conclusion rapidement. Donc la voie est étroite, mais il y a des points, il faut pour assurer en même temps une sécurité énergétique à long terme et financière. Je parle plus de sécurité énergétique que de transition. C'est-à-dire que finalement, si on arrive à assurer la transition, la sécurité énergétique tout en faisant la transition, c'est mieux. Mais s'il n'y a pas d'autre choix, il faut maintenir. Pour ceux qui seraient appelés, par exemple, à penser que
par volontarisme, on peut passer de façon plus large aux énergies renouvelables sans que ça coûte et que ça peut être fait immédiatement. Mais cela, c'est plus possible que si un large consensus politique et social est construit. Il n'existe pas. Et en réduisant le poids des lobbies internes et externes qui en dépendent, autour d'un partage équilibré de la croissance et la promotion du capital humain. Je crois que cette école peut y contribuer. Merci. Merci, Moustapha, pour cet exposé à la fois riche et provocateur, puisque tu as planté le décor de la situation en Algérie, les impasses. Je pense que tu as développé l'idée, attention, en Algérie, nous sommes beaucoup plus aujourd'hui dans une problématique de sécurité énergétique, parce que l'énergie en Algérie, elle a un statut particulier. C'est d'abord une consommation nationale, avec le gaspillage qui est autour, et ensuite, c'est l'énergie, le secteur d'énergie qui finance l'économie. Ça, c'est une réalité. Si on regarde de près les chiffres, comment est financée l'économie, comment est financé le budget de l'État, comment est structuré notre commerce extérieur, c'est tout autour de l'énergie. Donc c'est une problématique assez lourde. Et toute modification entraîne des enjeux, des acteurs. Et c'est Moustapha a insisté sur un deuxième aspect, la faiblesse du consensus politique autour de la question. Ça aussi, c'est important. Et enfin, il a évoqué le problème. En Algérie, on n'a pas beaucoup d'alternatives aux hydrocarbures. Nous n'avons pas de l'eau, l'énergie hydraulique. Nous ne sommes pas au Canada, qui produit son électricité ils peuvent le faire à 100%, hein. Ils ont une petite production autre que hydraulique. Nous n'avons pas l'éolien, comme les Espagnols, les Hollandais. Nous n'avons pas la biomasse et nous n'avons pas le charbon. Donc, c'est vraiment, nous sommes un peu dans une position assez étroite en termes de choix. Et c'est pourquoi toute réflexion sur la transition est difficile aujourd'hui. Et finalement, nous avons besoin encore des hydrocarbures, d'où la question du gaz de schiste. Voilà. Donc, on ne sort pas du modèle des hydrocarbures. Et je suis sûr qu'on va avoir un débat intéressant sur ces questions. Merci Moustapha pour cet exposé. Et donc, on va donner la parole à M. Guillaume Duval pour nous donner un autre point de vue, un autre regard sur un modèle français qui a ses spécificités, ses particularités. Et nous allons discuter tout à l'heure, après son intervention, autour d'un débat général sur l'ensemble de ces questions. Monsieur Duval, bonjour. Et tout d'abord, merci à Joven Osman et à l'UC pour cette invitation. Merci à Monsieur le recteur pour me recevoir. Merci aussi à David Keinec qui est à l'Institut français. C'est volontiers que je viens à plusieurs reprises déjà discuter en Algérie, parce que je pense que l'Europe, la France a été trop tournée sur elle-même au cours des dernières décennies. C'est notamment lié à la question de la chute du mur et de l'intégration des pays d'Europe centrale et orientale, mais il n'y a pas eu suffisamment de débats, de discussions, d'échanges sur des questions économiques, en particulier entre les deux rives de la Méditerranée. Les questions économiques sont centrales, y compris pour des questions de sécurité, de migration qui se posent par ailleurs. Et il y a beaucoup de progrès à faire en les abordant plus souvent, plus franchement, de manière plus coopérative. Donc ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui sur les questions d'énergie, c'est de nous centrer uniquement sur le débat français, de vous expliquer donc dans un premier temps pourquoi est-ce que c'est un débat important aujourd'hui en France. Donc ça a déjà été évoqué, mais il y a une loi qui est en cours de finalisation sur la transition énergétique et la croissance verte, c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais j'ai renouvelé à plusieurs reprises.
pour ensuite vous dire ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas et les problèmes qui se posent dans les différents champs qui concernent cette question de la transition énergétique. Pour terminer, je crois que c'est un peu la même chose chez vous, sur les obstacles principaux qu'il y a qui sont d'ordre socio-politique. Donc la transition énergétique, pourquoi est-ce qu'on en discute tellement en France? Il y a plusieurs raisons. Une qui a déjà été évoquée, c'est le changement climatique et la crise écologique. Donc vous connaissez tous cette histoire. On continue encore aujourd'hui à utiliser de plus en plus d'énergie fossile et à avoir donc de plus en plus d'émissions de gaz à effet de serre. Ça se traduit par un changement très sensible de la composition de l'atmosphère avec les problèmes, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont sensibles en Algérie, mais ils sont déjà très sensibles en France et dans d'autres pays, les problèmes de sécheresse, de tempête, de changement climatique qui sont d'ores et déjà une réalité et qui devraient l'être encore plus dans le futur. Ce qui est très inquiétant, c'est que sur la période récente, la dernière barre qu'il y a là, on constate à la fois une accélération des émissions et en plus un changement très négatif dans la composition de cette émission, c'est en particulier ce qui s'appelle Carbon Intensity of Energy. Donc il y a de plus en plus, on ne réduit plus l'intensité carbone des usages énergétiques, au contraire, on en utilise de plus en plus. Donc une évolution sur la période récente très inquiétante. Et d'autre part pour le futur, mais ça concerne l'Algérie, mais aussi d'autres pays, on pourrait se dire la question de la transition énergétique et des émissions parce qu'elle est toute seule, parce que le pétrole s'épuise, le gaz s'épuise, etc. Bon, il s'épuise d'une certaine façon en Algérie, mais globalement à l'échelle mondiale, on sait qu'on pourrait produire encore plus de pétrole et d'hydrocarbures, notamment en utilisant des ressources non conventionnelles qu'on a découvert et qu'on sait exploiter maintenant beaucoup plus que le gaz de schiste. Donc ça pourrait se traduire donc, par cette courbe-là dans le futur, une courbe qui serait tout à fait insupportable du point de vue du climat. On pourrait arriver à une rupture, enfin on ne sait pas ce qui se passera, ce qui se passerait si on ne réussissait pas à limiter le réchauffement climatique au-delà de 2 degrés. Il se pourrait qu'il y ait des mécanismes qui s'auto-entretiennent et qui fassent que ça soit une catastrophe pour l'humanité, la vie sur Terre, etc. Donc il faut faire quelque chose sur cet angle-là. Alors cette partie du débat n'est pas forcément très vive en France parce que parmi les pays développés, du fait du poids du nucléaire dans la production d'énergie, d'électricité, on est plutôt du côté de ceux qui émettent le moins de CO2. Enfin, on en émet quand même beaucoup plus que l'Inde et beaucoup plus que la plupart des pays du Sud. Mais ce n'est pas la seule problématique qui soit en cours, mais je vais y revenir par la suite. Donc, de son côté, l'Union européenne vient de s'engager à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à ce qu'ils étaient en 1990. C'est un effort important, mais on est aujourd'hui en ligne avec ce qu'on veut faire pour 2020, donc ça devrait être faisable. La France, quant à elle, s'est engagée dans une loi il y a déjà un petit moment à aller diviser par 4 d'ici 2050. Si vous voulez, ce qu'il faudrait faire à cette échéance-là, et tout le monde est d'accord un peu sur les ordinateurs, c'est qu'il faudrait diviser par 2 les émissions mondiales pour tenir les 2 degrés de réchauffement climatique. Pour réussir à diviser par 2 les émissions mondiales, il faut que les pays développés les divisent par 4. La France a dit dans une loi, nous on va le faire. C'est pas sûr qu'on y arrive, mais c'est en tout cas l'objectif qui est donné. Donc c'est la notation, c'est ce qu'on appelle le facteur 4. En France, on divisé par 4 les émissions. L'autre aspect, c'est qu'il faut faire la transition énergétique pour accroître l'indépendance énergétique. C'est aussi une double question comme ce qui a été présenté. Pour nous, elle se présente un peu différemment, même si les conclusions sont un peu les mêmes. Donc la transition énergétique, c'est pas simplement pour le changement climatique, c'est pas simplement pour nos arrière-petits-enfants, c'est une question urgente, immédiate
pour la France et pour l'Europe, essentiellement sous l'angle des questions d'indépendance énergétique, parce que la caractéristique principale de l'Europe, c'est que c'est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, et comme c'est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, c'est celle qui a le moins d'énergie fossile sur son territoire aujourd'hui. Alors c'est plus ou moins le reste dans les pays, il reste un peu de charbon en Pologne, il reste un peu de gaz et de pétrole en mer du Nord, mer de la France, c'est sûr, il n'y a plus rien. On a discuté aussi un peu des gaz de schiste, mais pour l'instant, c'est une exploitation qui a été écartée. La France, ce n'est pas un pays qui est très densément peuplé, mais c'est quand même un pays qui est très peuplé. Vous voyez ce que ça donne les champs d'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis. Ça va aux États-Unis parce qu'ils ne sont pas très nombreux sur un territoire énorme, mais en région parisienne, ça ne le fait pas. Ça se traduit, cette dépendance, par un poids très important dans le PIB et l'importation d'énergie. Donc ça varie un peu avec les prix de l'énergie, bien sûr, mais ça monte assez régulièrement. Ça représente déjà 4% du PIB de l'Union européenne. 4%, ça peut vous paraître relativement peu, mais c'est en général la différence qu'il y a entre une économie qui va bien et une économie qui va mal. Donc en ce qui concerne la France, on consacre chaque année 60 milliards d'euros, 3% de notre PIB, aux importations d'énergie. 60 milliards d'euros, si on était capable de les garder chez nous, de ne pas les donner à d'autres, aux Algériens, ça voudrait dire 1 500 000 emplois en plus. Ça permettrait de financer 1 500 000 emplois en plus en France. Comme vous n'ignorez pas, il y a pas mal de problèmes de chômage chez nous. C'est une dépendance qui dépend un peu, enfin qui varie un peu en fonction des vecteurs. Donc pour le pétrole, elle est déjà très forte pour tous les pays d'Europe, en dehors du Royaume-Uni, mais même au Royaume-Uni, ça s'épuise très vite. Pour le gaz, elle est déjà très forte partout aussi. Pour le charbon, elle est un peu moins forte en Allemagne en particulier et en Pologne, bien sûr, mais globalement, elle est quand même déjà très majoritaire. Donc on importe des grandes parties de ce qu'on consomme. Pour ce qui concerne la France, vous pouvez peut-être avoir l'impression qu'on a fait des grands progrès sur ce plan-là grâce au nucléaire, c'est pas vrai. On a tout juste réussi à stabiliser notre consommation de gaz, de pétrole et de charbon, enfin de carburant fossile, en développant le nucléaire. C'est essentiellement le surcroît de consommation qui a été absorbé par le nucléaire. Et d'autre part, on sait que pour le futur, ça ne va pas s'améliorer parce qu'il y a des consommateurs comme la Chine, comme l'Inde qui viennent très vite. Si vous voulez, ce qu'on sait, et je crois que j'y reviens, structurellement, le prix de l'énergie va augmenter. Alors c'est vrai que là tout de suite, c'est pas très net, mais personne ne pense en France, en tout cas, que la situation actuelle soit durable. Et c'est déjà une des faiblesses principales de nos économies. En printemps 2008, avant que la banque Lehman Brothers ne s'effondre à l'automne 2008, l'économie française était déjà en récession parce qu'à ce moment-là, le prix du pétrole était cher, il était à 100 dollars le baril, et parce que les prix de l'agroalimentaire, des produits alimentaires, avaient aussi beaucoup augmenté en même temps, parce que notamment les Américains s'étaient mis à faire beaucoup d'agrocarburants avec leur maïs. Donc ce qu'on se dit, c'est que dans le futur, c'est la situation qui va prédominer dans le monde, et que si on n'est pas capable de se passer des énergies fossiles, l'économie française, l'économie européenne ne sera jamais capable de se redresser, parce que ça se traduira forcément par des importations très importantes et des problèmes de commerce extérieur très importants. Donc c'est la raison pour laquelle ces questions sont au cœur de nos débats depuis un certain temps déjà. Donc là vous avez un moment très important qui était celui du Grenelle de l'environnement en 2007, au temps où Nicolas Sarkozy était président de la République. C'était un moment très important parce que justement c'est un gouvernement de droite qui a décidé de faire un virage écologique et sur le plan de l'énergie, de faire un virage majeur au pays par rapport à la politique qui était suivie jusque-là.
après, il y a eu la crise et beaucoup de choses qui étaient prévues à ce moment-là n'ont pas eu lieu, mais ça a été quand même un tournant très important dans le débat public français. Et donc aujourd'hui, comme ça a été évoqué, on est en train de terminer une loi sur la transition énergétique, mais je vais revenir sur différentes mesures qui sont au fur et à mesure. Donc, deux motivations pour en discuter, le climat certes, mais aussi la question de l'indépendance énergétique et de la sortie de crise pour la France et pour l'Europe qui passe nécessairement par ça. J'ajouterais que je fais partie, un certain nombre de gens pensent que cette question de la transition énergétique pourrait et devrait être le moyen de relancer la construction européenne elle-même. C'est autour de ces questions-là qu'on pourrait faire des dépenses importantes au niveau de l'ensemble de l'Europe et se donner comme objectif ensemble de réduire notre dépendance énergétique. L'avantage que ça aurait, c'est que ça consisterait aussi à dépenser beaucoup d'argent en Grèce, en Espagne, en Portugal, dans les pays qui sont aujourd'hui en crise, parce que c'est eux qui ont le soleil. Si vous voulez, l'Europe pour l'instant, mais j'y reviendrai par la suite rapidement si j'ai le temps. L'Europe pour l'instant a développé le photovoltaïque d'abord en Allemagne